Bienvenue à votre magazine Grands Enjeux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enjeu de minerais en République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est peut-être une question de mode, je vais dire ça comme ça. On parle de plus en plus de minerais des 3 T. Les T sont en anglais tin, tantalum et tungstène, soit la cassitérite, le coltan et le wolframite. Minéraux stratégiques, les minéraux dits de 3T jouent un rôle clé dans la transition énergétique entamée par l'humanité voici plus de 2 décennies. Ces minéraux se trouvent en quantité significative en République démocratique du Congo. Comment les pays peuvent promouvoir une exploitation responsable de ces minéraux? C'est autour de cette question que nous allons échanger avec mon invité, Moïse Moussangana, éditorialiste de grande renommée et analyste politico-économique avisé. Merci d'avoir accepté mon invitation, Moïse. Merci, John Gomba. Il faut dire que je suis quelque peu un chercheur indépendant en matière minière. Ah ben, voilà. Voilà, c'est complet. Alors, pour la petite histoire, vous devez savoir que l'État, la cassitérite, le tungstène, le wolframite et le tantal, le coltan, donc du minerai de coltan, sont des minéraux collectivement désignés sous le vocable 3T. Le tin est un métal léger, facile à fondre, qui se trouve essentiellement dans la cassitérite. Le tungstène est pour sa part un métal dur et durable, ayant un point de fusion très élevé. Il provient du wolframite, un minerai ainsi nommé pour sa teneur en tungstène. Quant au coltan, le célèbre coltan, il s'agit d'un minerai métallique mat qui, une fois affiné, devient du tantal, une poudre résistante à la chaleur qui permet de stocker une puissante charge électrique. Même si l'utilisation des 3T presque pour fabriquer des appareils électroniques est censée être connue de tous, eh bien sachez que vous employez plus d'objets contenant ces minéraux au quotidien que vous ne pouvez pas le penser. Et donc c'est aujourd'hui un vrai défi au niveau, un vrai enjeu, un défi en même temps pour la RDC au niveau international. Alors, Moïse Moussangana, il s'est fait que la République démocratique du Congo est pratiquement aux premières loges en ce qui concerne ces minéraux, principalement les coltans. Nous sommes actuellement premier producteur mondial, s'il vous plaît, du coltan. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, presque sans bruit? Donc, il faut dire qu'il faut juste retracer juste historique, hein? Sinon on ne va pas comprendre ça. Ouais. Parce qu'il faut dire que tout part des années 2000, quand le coltan prend de l'ampleur, avec le boom téléphone cellulaire et comme ça, le coltan prend de l'ampleur sur le marché, son prix va à la hausse et ça devient un métal le plus prisé. Parce que, comme vous venez de le dire, John, le coltan, c'est notre compagnon de tous les jours. Vous savez, aujourd'hui, on n'a même plus de vieux en famille. Nous sommes là à pianoter sur nos téléphones, comme ça, à longueur de journée. Et c'est le coltan. Nous avons les ordinateurs, c'est le coltan. Le réacteur des avions, c'est le coltan. Les plans médicaux, c'est le coltan. Donc, bref, le coltan, c'est notre ami. Dans l'industrie de la défense, c'est coltan. Le guidage de missiles et consorts, c'est le coltan. Donc, le coltan a un rôle vraiment stratégique dans le monde et il est le métal le plus prisé aujourd'hui. Et il y a toute une guerre autour de ces métals. Et vous n'allez pas vous demander pourquoi les Rwandais nous mènent cette guerre qui en réalité n'a pas d'objet. Quand les Rwandais avancent le mobile pour lequel il attaque le Congo, vous ne trouverez rien là-dessus. Non, c'est quoi? C'est le FDLR, alors que le FDLR
ne sont pas venus au Congo. Et quel est le vrai mobile par la présence c'est pas les Congolais qui ont invité l'FDLR ici, c'est la communauté internationale. Je ne dois pas remonter au déluge et consorts. Et aujourd'hui, il n'y a presque plus de FDLR. Jusque-là, il n'y a jamais, les FDLR n'ont jamais été à la base d'un conflit au Rwanda, ils n'ont jamais attaqué le Rwanda, même pas occupé 1 cm² pendant 1 seconde. Mais le Rwanda brandit ça comme mobile. Et puis, le Rwanda vous dit aussi, non, il y a une discrimination envers les Tutsis congolais et consorts. C'est comme si c'est le Rwanda qui doit prendre en charge la sécurité des populations congolaises parce que les Tutsis congolais sont des Congolais. Donc vous voyez que tous ces mobiles-là sont farfelus, mais en réalité, c'est les métaux. C'est la main que le Rwanda veut mettre, qu'il a mis depuis tout ce temps-là sur le minerai congolais. Mais si on remonte vers les années 2000, ça signifie que c'était à une époque où cette partie, la partie essentiellement est de la RDC, était occupée déjà par une rébellion. De l'RCD, oui. L'RCD qui était un supplétif de l'armée rwandaise, comme aujourd'hui avec le M23. Peut-être qu'aujourd'hui c'est plus flagrant que ça l'a été hier, mais c'est du pareil au même. Donc le Rwanda s'est installé beaucoup plus pour piller les ressources congolaises, parce que c'est le minerai congolais, les ressources congolaises qui font en fait son économie. Parce que le Rwanda, c'est quoi? C'est un pays presque humanitaire qui vit dans le monde de la communauté internationale sur une partie, et une autre partie, ce sont les minéraux pillés au Congo. C'est pourquoi le Rwanda veut s'ancrer solidement au Congo, il ne veut pas partir et continue à inventer. Alors, jusque-là... Le Rwanda a été aussi premier producteur du... Oui, il a été premier producteur d'une ressource qu'il n'a pas. C'est ça le paradoxe. Mais ces minéraux venaient d'où? Venaient du Congo. Donc pendant tout ce temps de l'occupation, donc c'est le Rwanda qui capte les minéraux qui viennent de la République démocratique du Congo et les exploite en tant que tel, et les exporte en tant que tel. Donc le Rwanda devenait comme un hub de ce 3T à partir de son territoire, où il dispatchait dans le monde alors que ce n'était pas ces minéraux. Mais avec la fin de la guerre, avec les efforts du gouvernement congolais, aussi l'effort de certains hommes d'affaires congolais, ça il faut le dire, il faut citer un exemple, par exemple l'entité, la société CDMC, coopérative des artisanats miniers du Congo. C'est quand cette société s'est installée dans le Kivu, donc au nord et au sud Kivu, que les choses ont commencé à changer. Qu'est-ce que cette société a appliqué comme méthode? C'était tout simplement d'appliquer les prix réels, qui étaient les prix appliqués à Kigali, parce que le prix qui était appliqué au Congo était un prix qui était en deçà. Et les gens, pour se faire beaucoup de bénéfices, ils passaient les frontières. Mais qui appliquait ces prix-là? Il y a donc aussi des acheteurs qui venaient se procurer le minerai et aller le revendre au Rwanda. Non, c'est-à-dire qu'au Congo, vous avez toute une chaîne. Vous avez des creuseurs et vous avez des négociants. Les creuseurs sont dans la même, parce qu'il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, l'exploitation du coltan est artisanale dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. C'est plutôt dans la Saint-Katanga, dans la province de Tanganyika, que nous avons une exploitation industrielle du coltan à Kisenge. Donc voilà. Mais dans le nord Kivu, l'exploitation est artisanale. C'est ainsi que le creuseur et les négociants font partie du maillon dans la commercialisation de ces minéraux. Ouais. Donc, ces minéraux sont extraits de terres congolaises, achetés par les négociants, et les négociants traversent les frontières en faisant la fraude, en faisant la contrebande. Et à partir du Rwanda,
ces minéraux-là sont achetés ou mis à la disposition de consommateurs finaux par l'exportation. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc jusque-là, tous les minéraux, la grande partie des minéraux passés par le Rwanda, et après la guerre et qu'on sort, le gouvernement congolais s'est un peu désorganisé, mais il y a eu aussi beaucoup plus certains hommes d'affaires, comme je le disais avec la société CDMC. Ouais. Cela a fait que on a appliqué juste de petites stratégies. C'est quoi? C'est appliquer les prix qui étaient pratiquer les prix qui étaient appliqués au Rwanda. Alors là, les gens ne pouvaient pas courir les risques d'aller au Rwanda, vendre passer les frontières, au risque d'être capturé et se voir sa production ravie. Donc les gens préféraient rester au pays parce qu'ils avaient presque le même profit qu'ils allaient chercher au Rwanda. Et il y a eu aussi des bons analystes. On a engagé, par exemple, au niveau de la CDMC, de chimistes qui venaient de l'Ukraine, même de la Russie, parce qu'il faut savoir que les meilleurs analystes en cette matière-là viennent de ces côtés-là. Là, c'est déjà au niveau du traitement du minerai. Non, pas du traitement, parce qu'ici, on ne fait pas vraiment le traitement. Ici, on transforme les minéraux en concentré. Tout simplement, on exporte tel. Donc, les minéraux sont presque bruts. Sont presque bruts. Mais, parce que le coltan n'est pas vendu de n'importe comment. Il est vendu par pourcentage de tantal par kilo. Voilà. Par kilo. Alors, donc, il faut maintenant savoir à quel taux titre le minerai qu'on est en train de vendre. Alors là, il faut des meilleures analyses. Quand il y a des fausses analyses, comme il y en avait autrefois, les gens préféraient traverser la frontière pour aller... parce qu'il y avait une meilleure expertise. Il y avait une meilleure expertise de l'autre côté. Ouais. Alors là, on a amené l'expertise localement et on y a amené du cash. Et voilà, ça fait que petit à petit, à partir de 2018, la République démocratique du Congo a pris sa place qui était usurpée par les Rwandais, parce que c'est la République démocratique du Congo qui regorge ces ressources-là, à peu près 80% des réserves mondiales. Et quand il a commencé à avoir la maîtrise du flux de ces minéraux-là dans son propre territoire, cela a fait que le Rwanda a commencé à connaître le déficit de ces minéraux. Et voilà ce qui a fait que le Rwanda a perdu son titre acquis frauduleusement de premier producteur mondial, et la République démocratique du Congo a pris beaucoup de galons. Donc quand on prend les statistiques d'un organisme américain, on m'excusera pour mon anglais qui va, USA Geological Survey, on voit qu'en 2022, par exemple, la République démocratique du Congo a été le premier producteur mondial avec 750 tonnes, donc en termes de minerais. Donc c'est le premier producteur en cours, oui, en attendant 2023. Ah oui. Donc, mais l'écart était grand que le Rwanda ne peut pas rattraper. Alors c'est ainsi que tu vois, avec toutes ces manœuvres, avec la guerre, on est même en train de vouloir entacher notre chaîne d'approvisionnement de telle manière que nos minéraux soient frappés d'embargo sur le marché international. Cela va faire que nos minéraux, parce qu'ils ne seront plus achetés, les minéraux, s'ils sont frappés d'embargo, donc les minéraux venant du Nord Kivu ne seront plus acceptés sur le marché international. Là, c'est la porte ouverte pour, mais parce que justement, pour la fraude, et c'est le Rwanda qui capte. Justement, il a été, à une époque, il a été, j'allais dire, de bon ton de parler ou des minéraux de sang provenant de la RDC. Et une certaine société civile s'est jetée là-dessus et ne croyait bien faire. Mais à vous entendre, la RDC s'est tiré une balle dans les pieds avec... Mais certainement.
je crois que vous vouliez peut-être parler de la loi Dodd-Frank, oui. La loi américaine. Oui, oui, cette loi qui a été, dont s'est approprié pratiquement un certain nombre d'activistes de la société civile en RDC. Oui, oui, parce que cette loi a qualifié le minerai de minerai décent. Ce minerai n'était plus accepté sur le marché international, banni sur le marché international, mais curieusement et paradoxalement, quand ce même minerai qualifié décent, de minerai décent en République démocratique du Congo, quand ils traversent la frontière, ils sont blanchis et ils peuvent être exportés. Donc voilà un peu. Et il a fallu à l'époque une grande campagne pour que le minerai du Congo soit accepté sur le marché international. Je voulais parler du coltan. Et c'est toujours aussi la CDMC qui n'était pas encore implantée dans le Kivu, donc au nord Kivu et au sud Kivu à l'époque, donc vers les années 2009-2010, qui a été à la première loge du combat pour la reconnaissance des minéraux du Congo, parce que à l'époque, il a fallu que la CDMC parcourt le monde pour pouvoir expliquer que non, les coltans, il n'y en a pas que dans le Nord Kivu, il y en a aussi dans les Katanga, et au Katanga, il n'y a pas de troubles comme on les laisse entendre. Et donc, ces minéraux-là peuvent être sortis, extraits de la liste noire pour être vendus. Voilà comment ça a commencé. Et l'insécurité, la guerre à l'époque baissant des intensités, avec tout ce qu'il y a eu comme accord au niveau de la CIRGL et consorts, voilà, les minéraux du Congo étaient réadmis sur le marché international. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont les Congolais qu'on a recrutés pour frapper d'anathème aussi leurs minéraux. C'est aussi la société civile. Et la société civile, comment elle était financée? Elle était financée par des ressources qui viennent de multinationales et de tous ces organismes qui voulaient frapper les minéraux congolais pour les avoir à vil prix. En réalité, c'est une forme de concurrence déloyale. En fait, il faut le dire. Il faut le dire que on frappe les Congos. Ces minéraux-là passent par fraude. Ils entrent au Rwanda, ces minéraux-là sont blanchis. Et c'est les Rwandais qui profitent des ressources et les Congos n'ont rien. Et on cherche toujours des moyens, on cherche toujours des arguments pour condamner davantage le Congo. Et comme ça. Je crois que on pourra... Oui, bien entendu. Bien entendu. Maintenant qu'on est en train de revivre un peu cette guerre qui n'en finit pas, est-ce qu'il n'y a pas des risques que cette forme d'exclusion de minéraux produits en RDC ou extraits de la RDC refasse encore... Si, mais il y a des risques. Déjà, il faut dire que les organismes de traçabilité des diligences, en l'occurrence les TISKI, avaient à un moment donné suspendu la distribution des étiquettes. Et à un moment donné, on n'a pas exporté. Il y a à peine qu'on a commencé à exporter. Mais c'est encore timide. Et avec la guerre, et surtout avec la menace qu'il y avait sur Rubaya, qui est le grand centre de négoce, qui est, disons, la capitale de 3T, il y avait cette menace-là. Il y avait cette menace-là. Heureusement, malheureusement, heureusement pour les uns, donc malheureusement pour les autres, les rebelles n'ont pas pu mettre la main sur Rubaya, parce que s'ils mettaient la main sur Rubaya, ça veut dire que les mines sont polluées par la présence des militaires, ça détruit la chaîne d'approvisionnement et les mines sont frappées de facto. Donc, il faut peut-être décoder pour le commun des mortels. Aujourd'hui, l'exploitation minière à l'échelle internationale ne veut plus
qui est mélange entre tout ce qui est activité militaire avec l'exploitation, même si elle est artisanale. Mais oui, mais parce que par la guerre, il y a aussi le blanchiment d'argent, notamment. Par la guerre, il y a l'exploitation. Parce qu'avec une Kalachnikov, il y a on peut faire aux gens des travaux forcés. Donc, c'est tout ça qui entache le minerai extrait dans ces conditions-là. Donc, pour autant que le monde se veut éthique, moral et consort, il ne peut pas accepter que ailleurs on profite du travail ou on profite des produits qui ont été extraits dans les conditions qui ont rendu esclaves certaines populations ou certaines main-d'œuvre qui a déshumanisé des produits obtenus par une activité déshumanisante. Donc cela fait que ce minerai-là ne peuvent qu'être frappés. Alors s'il y a des activités, s'il y a le militaire qui investissent les carrières et consorts, ils entachent les mines. Ils entachent les mines. Ce n'est pas seulement les carrières, mais c'est aussi les voies qu'emprunte ce minerai pour pouvoir arriver au point d'exportation. Donc, s'il y a des militaires qui jonchent ces voies, qui érigent des barrières, qui imposent des taxes, tout ça, ça fait partie des incidents de la due diligence et ça fait frapper les minéraux. Et ça, quels que soient les militaires, je veux dire dans les contextes congolais, que ce soit des rebelles ou prétendus, oui, ou que ce soit l'armée loyaliste, oui, oui, donc oui, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Donc, ils ne peuvent pas être associés, ni de loin, ni de près, aux activités d'exploitation minière. Voilà. Alors, parlons toujours de l'exploitation minière, et parce qu'on a eu à évoquer Roubaïa, qui est le cœur des 3T en RDC. Roubaïa, c'est au Nord Kivu. Bien, la décision de la ministre nationale des Mines, Antoinette plutôt, Samba Kalambaï, qui a décidé de suspendre toutes les exploitations et activités minières de la société minière des Bissunzu SMB, du député Mwanga Chuchu qu'on connaît tous maintenant, dans le Massissi, donc dans une correspondance officielle du 15 mars 2023. On dirait que cette décision a soufflé les chaud et les froid. Il s'agissait notamment d'interdire l'exportation des minéraux provenant du périmètre couvert par les PE 76 qui appartient à la Sakima. J'ai dit que ça souffle le chaud et le froid parce qu'aujourd'hui, cette même décision qui aurait pu être considérée comme salutaire peut, à la limite, aujourd'hui rentrer aussi en ligne de compte des décisions qui risquent d'entacher ou d'alourdir le processus d'exportation des minéraux. Oui, bref historique. Et puis, il faut qu'on évite aussi, vous n'avez pas parlé de ça, mais il faut qu'on évite une certaine confusion qui semble s'installer dans l'opinion, où l'on pense que l'arrestation du député national Mwanga Chuchu a trait, où la lettre de Madame la ministre a trait à l'arrestation de Mwanga Chuchu. Non. Mwanga Chuchu aujourd'hui est poursuivi pour les chefs d'accusation. Oui. Bien connu. Oui. Il est jugé en procédure de flagrance pour les infractions de détention illégale d'armes et munitions de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel en procurant aux insurgés des armes et espionnage. Tandis que la lettre de Madame la ministre se fonde sur toute une histoire. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut que les gens comprennent, il faut une brève histoire, un bref historique pour que les gens comprennent comment les choses se sont passées et comment on en est arrivé là. Ok.
auparavant, pendant la colonisation, jusque même dans les années 75, l'exploitation minière dans cette partie-là du pays était industrielle. Avec la Sakima. Il y avait la Somenki. Oui, il y a la Somenki venue après, mais il y avait dans le temps à peu près 9 sociétés minières qui exploitaient dans le coin. Et par après, il y a eu Somenki, d'où découle Sakima aujourd'hui. Oui. Somenki avait ses concessions minières. Avec ses concessions minières. Donc quand on a fait Sokima est tombé Somenki plutôt est tombé en faillite dans les années 84, et il y a eu Sakima qui a succédé un peu plus tard à Somenki. Donc ce qui veut dire que le périmètre, le PE, comme on dit, le périmètre d'exploitation qui appartenait à Somenki était des droits de propriété de Sakima. De la Sakima. Oui. Oui. Et puis, quand par après, il y a eu le code minier, il fallait mettre en adéquation les anciennes concessions avec le nouveau code minier. L'ancienne concession de Somenki, qui est devenue de droit la concession de Sakima, le C57, parce qu'auparavant les concessions ou le périmètre, il n'y avait pas cette appellation PE, c'était le C de concession. Le C57 qui appartenait à Sakima a été divisé en 2 PE. Il y a eu le PE 76 et il y a eu le PE, je crois, 268. Le 76, c'est dans le Nord Kivu, et 268, c'est dans le Sud Kivu. Donc, il n'y a pas de PE 47-31. On n'a que la concession de Sakima. Mais en 2000, c'est pourquoi je disais que tout partait de 2000. En 2000, avec la deuxième guerre dite des libérations, qui a vraiment des motivations économiques, les Rwandais, par leur supplétif au Congo, mettent la main sur un lopin, donc sur une partie des concessions qu'on concède à la CMB comme butin de guerre. Parce que jusqu'aujourd'hui... La CMB, c'est la société des Mwanga Chuchu. Oui. Parce qu'il n'y a jamais eu ni acte de vente de Sakima, ni acte de cession envers CMB. Mais CMB, qui avait acquis ce qui est devenu le PE 47-31 comme butin de guerre, a profité de tout ce qu'il y a eu comme situation, surtout après les dialogues congolais. On a régularisé, on a voulu régulariser une irrégularité. C'est ça tout le problème. Et c'est d'ailleurs ça aussi une pomme de discorde entre la CMB et la population locale là-bas. Il y a toujours des troubles qui n'en finissent pas parce que les populations locales, riveraines à cette concession, outre que cette concession-là fait partie de leur habitat naturel, ils ont travaillé aussi dans cette concession, comme la plupart d'entre eux ont travaillé comme le travailleur de Somenki. Et quand Somenki est tombé en faillite, ces gens-là n'ont pas reçu, n'ont pas été désintéressés par Somenki, donc ils n'ont pas reçu leurs droits. Ces gens-là, pour gagner leur vie, ils ont commencé l'exploitation artisanale. Sur le site des Somenki. Sur le site des Somenki, c'est devenu le site de Sakima. Oui. Mais maintenant, à la faveur de la rébellion, le député Mwanga Chuchu, qui à l'époque était un boss du RCD,
il va migrer même. Parce qu'il sera aussi un des patrons du CNDP après. C'était lui qui secondait, qui était les aidants de sinistre Tanganda. Et quand Tanganda a disparu pour apparaître comme Rwandais de l'autre côté, et puis pris par la CPI, le patron du CNDP, c'était le député Monga Tchouchou. Oui, je crois que c'est même à ce titre qu'il a été élu, hein, si je me trompe. Oui, même il y a même des rapports du groupe d'experts de l'ONU qui disent qu'il a été imposé pendant le vote par les militaires du CNDP. Ils ont obligé les électeurs à voter pour Monga Tchouchou à l'époque. Donc voilà. Donc il y avait un problème sous-jacent. Et c'est que Madame la ministre a fait, et n'a voulu que mettre sur la table un problème réel. Parce que le 47-31, quels que soient les titres qu'on a donnés à ce lopin de terre, n'a jamais existé. Et s'il existe, c'est une existé légalement. Légalement. Oui. C'est une superposition sur un autre titre. Exact. Ce qui n'est pas autorisé. Oui, ce qui n'est pas autorisé. Et par le code minier et par le règlement minier. Donc on peut voir l'antériorité des titres. Quel est le titre qui est antérieur à l'autre? C'est le titre des Sakima ou c'est le titre de la SMB? Mais si le titre de la SMB est postérieur à celui de Sakima, ça veut dire qu'il y a eu superposition de titres. Donc, on a marché sur la loi. On a marché sur la loi. Donc, c'est le problème. Donc, si on va dans cet entendement des choses, donc ça voudrait dire que les minéraux extraits du 47-31, ce sont des minéraux volés dans les 76. Qui est le périmètre des Sakima. Oui. Donc, je suis tout simplement écœuré quand je vois même à l'occasion de ce procès, une avocate, j'ai oublié le nom, raconter que non, parler d'un empiètement, que la ministre parlerait d'un empiètement du 47-31 sur le 76. Et elle minimise même le 76. alors que sans le 76, le 47-31 n'allait pas exister. Oui. Donc le 47-31, c'est quoi? On a amputé une portion du 76 qu'on a attribué anarchiquement, irrégulièrement à la SMB. Mais en quoi est-ce que la décision de la ministre gêne aujourd'hui? Ouais, vous voyez dans cette histoire-là, parce que je crois que ce que je viens de dire, on voit bien qu'il y avait une main politique là-dedans. Parfaitement. Donc, on venait de la guerre, on n'a pas peut-être voulu gêner certains partenaires. Ces partenaires-là, par leurs complices congolais, ont acquis quelque chose. On a voulu perpétuer cette acquisition, mais qui malheureusement est irrégulière. Est irrégulière. Et ça pose tous ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, je veux bien, le député Monga Tchouchou peut produire des arrêtés lui attribuant ceci. Mais si on rentre, si on remonte au déluge, mais on va lui demander, mais d'où tu tires ça? Exact. Il y a une question. C'est l'antériorité. Oui. Vous ne pouvez produire ni un acte de vente de Sakima, ni un acte de cession. Mais vous revendiquez ça. Mais sur base de quoi? Vous voyez que ces revendications ne reposent sur rien. C'est juste une situation qui a été créée par la situation de crise qu'on avait et qui est en train de se perpétuer. Donc on ne peut pas perpétuer l'illégalité. Donc, mais maintenant, la ministre a pris la décision, mais elle ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il doit aller jusqu'au bout. Il doit continuer avec ses enquêtes, comme elle avait dit, pour pouvoir
réattribuer ou rendre ce qui appartenait à Sakima à Sakima. Est-ce que la Sakima n'est pas morte de sa belle mort? Non, la Sakima n'est pas morte, n'est pas morte. Parce que la Sakima a un patrimoine. Il a un patrimoine qu'elle peut mettre en valeur. Soit seul, mais le gouvernement qui ont procédé ne l'ont pas financé, ou soit tu peux le faire avec des partenaires. Donc là, tant qu'on a du patrimoine, tant qu'on a des ressources, même si elles sont dormantes, donc on n'est pas mort. Donc on peut toujours rebondir. Donc voilà un peu. Donc maintenant, pour répondre à votre question, là où le problème se pose, c'est parce que c'est comme si la ministre s'est arrêtée en si bon chemin. Et le bien devient comme un bien sans maître. Oui, donc il fallait des mesures, il fallait qu'on prenne des mesures conservatoires. Parce que maintenant qu'on a suspendu les activités de la CMB, dont la ministre dit qu'elle empiète sur une concession qui n'est pas la sienne, on va avec la logique jusqu'au bout. Et ce serait quoi, on prend des mesures conservatoires. Et ce serait quoi l'acte, la suite, si elle devrait être logique, si la ministre devrait être logique, ce serait quoi la suite? Mais c'est d'arrêter, d'annuler les actes dont se prévaut la CMB, lui attribuant cette concession. Parce qu'il est établi que ce n'est pas sa concession, il y est de manière anarchique. Donc voilà, donc on doit aller, on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin, comme si quelque part il y a des pesanteurs qui tirent le gouvernement vers le bas. Or, la loi est du côté du gouvernement, la raison est du côté du gouvernement, donc je ne vois pas pourquoi on peut tergiverser. Donc la solution, c'est quoi? Parce que si cette anarchie continue, parce qu'un bien peut-être qui paraît sans maître, c'est quoi? Il y aura peut-être à la longue une exploitation anarchique avec tous ces groupes armés qui errent dans la province et consorts, et ça peut faire frapper le minerai de Roubaïa. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous lisez certains médias internationaux comme Africa Intelligence, il y a eu un article, je crois le 7 ou le 6 ou le 7 juillet, je n'ai plus les termes, les titres en tête, mais on voudrait voir qu'il y a une exploitation clandestine, anarchique, qui s'est fait dans la 47-31. Cela est fait à dessein par les Mangachuchu qui sont dehors. Ce qui peut permettre de frapper. De faire frapper. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien à perdre. Tant mieux si on peut faire frapper les minéraux de ce coin-là. Tout le monde va perdre. Il faut à la RDC beaucoup plus de subtilité et d'intelligence stratégique pour saisir cela. Je crois bien que nos autorités, comme je venais de le dire, ne doivent pas s'y limiter en si bon chemin. Ils doivent être conséquentes, terminer l'œuvre qu'elles ont déjà commencé, aller jusqu'au bout de la logique. C'est quoi? Désaffecter le 47-31 et le rendre à la propriétaire qui est Sakima. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a aussi beaucoup de vautours qui sont en train de rôder autour de ces périmètres, pensant que une fois ces périmètres désaffectés à Sembe, ils peuvent tomber là-dessus. Donc voilà. Donc je suis sûr que tous ces vautours qui sont en train d'embrouiller, peut-être le gouvernement d'aller jusqu'au bout de sa logique. Et ces vautours-là, ils ne sont pas seulement locaux, ils sont aussi étrangers. Donc voilà un peu. Nous espérons la ministre des Mines va aller jusqu'au bout de sa logique pour le bien de l'exploitation minière en République démocratique du Congo aujourd'hui, qu'il ne peut pas en aucun cas
c'est prendre de la liberté avec la transparence, avec la traçabilité à l'international. Alors Moïse Msangana, pour terminer, vous êtes un chercheur en cette matière. Quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler à l'État congolais, au gouvernement congolais, s'il faut rééditer le même exploit? Parce qu'on se dit, si on est modèle, ça va finir par réjaillir sur la population congolaise. On a été modèle, la RDC est sorti premier l'année passée. Quelles sont les recommandations en une minute? Je voudrais peut-être revenir sur une chose, juste 30 secondes et puis je... Oui, oui. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on doit aller jusqu'au bout, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi d'actes qui sont posés sur le terrain. Parce que dernièrement, par exemple, en vue de faire bénéficier aux populations le retombée de l'exploitation minière, la ministre vient de prendre le marteau pour exiger aux sociétés minières de signer des cahiers de charges avec les populations riveraines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on vient exploiter le minerai quelque part, parce que quand on a les droits du sous-sol, on a aussi les droits du sol, oui. C'est-à-dire que l'exploitation va faire que ceux qui habitent au-dessus, donc sur le sol, vont déménager. Ils doivent être indemnisés et qu'il faut, parce qu'ils sont affectés par les activités de sociétés minières, ces sociétés, il doit y avoir des retombées sociales, socio-économiques pour ces gens-là. Donc, ces retombées socio-économiques sont consignées dans un document qu'on appelle cahier des charges, que les sociétés minières signent avec les populations riveraines. Donc, avec ça, ils peuvent bénéficier de telles infrastructures, écolières par exemple, médicales, de ponts, de routes, et voilà, en signe de leur terre qu'ils ont laissée, ou le fait qu'ils aient accepté, parce qu'en habitant toujours là, il y a ces activités ont toujours un impact sur la qualité de leur vie. Même si il y a une étude d'impact environnemental qui est faite par ailleurs, mais c'est juste pour diminuer peut-être de manière significative les impacts environnementaux. Mais il y a toujours des impacts, mais il faut quand même que ça soit en dessous d'un certain seuil. Donc, je crois que nos autorités doivent encourager les opérateurs économiques, surtout nationaux, parce que il ne faut pas perdre de vue, John, que le président Tshisekedi, en accédant au pouvoir, a dit qu'il va faire en sorte qu'il y ait des millionnaires congolais. Oui. Mais les millionnaires congolais, comment on va fabriquer les millionnaires congolais? Ce n'est pas en leur donnant le monde qu'ils viendront des millionnaires, mais c'est en les accompagnant dans ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et ces gens-là sont devant certaines difficultés qui sont d'ordre fiscaux, parafiscaux. Il y a aussi des problèmes, par exemple, d'évacuation, parce que les routes sont impraticables. Il y a des problèmes d'énergie. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas aussi de l'exploitation industrielle, c'est aussi un handicap. C'est l'énergie qui est l'handicap. Mais malgré cet handicap, il y a une société, une nouvelle société CFM, Congo Fair Mining, issue d'une joint venture entre CDMC et Sakima, qui a la vocation d'exploiter industriellement le coltan dans le Massissi. Mais il faut qu'il soit accompagné. Aujourd'hui, on a des problèmes de cash, par exemple,
dans les zones minières. C'est-à-dire quoi? Ces gens-là, les creuseurs, quand ils ont besoin de l'argent en cash. Or, aujourd'hui, vous savez, avec certaines mesures pour éviter le blanchiment d'argent au Congo, on ne peut pas retirer 10 000 $ par jour. Oui. Or, quand un creuseur vous vient comme ça, avec une tonne de coltan, ça fait 1000 kilos. Et si on doit lui payer peut-être 60 $ par kilo, ça fait combien d'argent? On est déjà dans 60 000 $. Ce type-là a besoin du cash. Et pour retirer ces cash-là, 60 000, si vous devez retirer 9 999 $ par jour, il faut combien de jours? Minimum une semaine. Alors, ces gens-là ne peuvent pas attendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des moyens pour aller ailleurs. Ils traversent. Ils traversent. Et puis, je parlais des problèmes fiscaux, par exemple. Au Rwanda, par exemple, les taux à l'exportation du coltan est de 0,3%. Tandis qu'en RDC, il est déjà, on l'a augmenté, déjà il est à 10%. Et quand vous augmentez les autres rubriques et consorts, les taux d'exportation à RDC du coltan, par exemple, est de 16%. Alors, qu'est-ce que les gens font? Les gens font qu'ils traversent parce qu'ils tirent avantage là-bas. Oui. Même en matière de cash, les banques de l'autre côté ou dans le pays qui nous environne libèrent du cash. À Gisenyi, on peut retirer 1 million de $. Et c'est la seule marchandise qui entre, qui passe du Rwanda au Congo sans que le Rwanda fasse problème. Le Rwanda, quand quelqu'un passe avec de l'argent du Rwanda en RDC, on n'en fait pas un problème parce qu'on sait qu'il y aura un retour. Il y aura un retour. Alors, donc, vous comprenez. Et ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont même une politique agressive d'érection des raffineries de matières qu'ils n'ont pas. Voilà. Donc l'Ouganda a installé des raffineries d'or alors qu'il n'en a pas. Et le Rwanda, heureusement pour nous, était en train d'installer une raffinerie de coltan, malheureusement, qui a eu du plomb dans l'aile. Et les installations jusqu'à aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, les installations sont restées au niveau des fondations jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Mais quand ces gens-là, prenons par exemple l'hypothèse où les Rwandais en seraient arrivés jusqu'à ériger des raffineries de coltan. Donc les Rwandais seraient devenus aujourd'hui l'hub du coltan en Afrique. Et il a tiré tous les bénéfices. Et toute notre production risquait d'être aspirée là-bas. Oui, oui, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose que nous devons, parce que les minéraux en général, je crois que vous avez appris cette loi qui est en gestation aux États-Unis, qui risque de frapper les autres minéraux congolais, notamment le coltan, le cobalt, sur fond de la guerre que se mènent les États-Unis et la Chine. Et la Chine, et la Chine, oui, ici en RDC. Oui, je crois que vous avez vu l'article qui en parle, bien sûr. La caricature. Les États-Unis veulent jeter un coup d'œil ou veulent imposer un certain chemin pour la chaîne d'approvisionnement afin d'écarter, entre guillemets, les enfants qui sont dans l'exploitation. Mais en réalité, c'est quoi? C'est la Chine qu'on veut frapper. Et c'est la RDC qui va en pâtir. Donc voilà, est-ce que avec des stratégies comme ça, qui sont prises à l'extérieur, sur notre pays et contre notre pays, qu'est-ce qu'en retour, le gouvernement congolais envisage? Donc voilà un peu. Voilà une belle question par laquelle nous allons terminer cette émission, Moïse Moussangana. Bon, je crois que il nous faudra revenir sur un autre numéro, tellement la matière est abondante. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est par contre moi qui vous remercie. D'accord, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé de votre temps et de nous avoir suivis de partout. À bientôt, au revoir.